Très bien, donc je vous propose de démarrer. 5 points seront abordés. On rappellera ce qu'est un webinar ou webinaire en français, les étapes clés pour réussir votre événement, les aspects communication autour de l'événement, la relation avec les participants avant, pendant et après l'événement, et puis également on parlera de la notion d'une plateforme dédiée pour capitaliser autour d'un événement ou d'une série d'événements. Alors, le concept du webinar, donc c'est ni plus ni moins sous ce nom qu'une conférence en ligne avec 3 canaux de communication, donc la voix, l'audio, la vidéo et les données. Dans les données, c'est aussi bien ce que les personnes qui animent le webinaire peuvent diffuser, que ce soit une vidéo, un support de présentation, mais c'est aussi toutes les données qui vont pouvoir être produites ou échangées avec les participants. Ça va être par exemple les questions qui sont remontées directement via le chat interactif, ou alors ça peut être aussi des sondages que le modérateur va décider de lancer, et donc où il va récupérer des informations de la part des participants. C'est un outil de communication synchrone, c'est-à-dire que tout le monde voit la même information au même moment. Les avantages du webinaire par rapport peut-être à un système de visio plus traditionnel, un des avantages, des premiers avantages, c'est qu'on peut accueillir beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'on peut avoir 20, 30, 40, 500, 1000 personnes qui nous suivent, puisqu'on est dans une logique d'émetteur, et ensuite les gens vont venir se connecter en fait sur l'événement. On propose évidemment des options d'interaction, d'interactivité avec l'audience. Elles peuvent prendre différentes formes. Un chat interactif, ça peut être également des sondages, des live tweets, et dans certains webinaires, on peut aussi avoir par exemple des intervenants distants qui prennent la parole par le biais d'outils de visio comme Skype et qui sont intégrés dans le webinaire. Un des avantages aussi, c'est qu'on peut diffuser l'événement sur plusieurs sites. On le verra tout à l'heure sur les aspects communication. Ça peut être très intéressant parce qu'à un moment donné, vous allez bénéficier de l'audience d'autres sites internet pour faire découvrir votre événement et donc le contenu que vous proposez. Et puis, à la différence d'un système, je dirais, de visio traditionnel avec un laptop, par exemple, on a ici une qualité d'image et de son qui peut être bien supérieure, puisqu'on va être sur des équipements de captation audio qui peuvent être dédiés ou avec des micros, et sur des caméras qui seront différentes d'un équipement, je dirais, de type webcam. Voilà pour les avantages et ce qui différencie aussi un petit peu de la visio traditionnelle. Il y a 3 univers, je dirais, de compétences qui sont liées au webinar. Tout d'abord, la compétence éditoriale, c'est-à-dire proposer un contenu qui a de la valeur ajoutée pour l'audience et puis savoir le présenter, l'animer. Donc c'est un pôle sur lequel il faut travailler. Évidemment, les aspects techniques, j'en parlerai plus tard, qui sont quand même nombreux, et il faut essayer de maximiser l'expérience de l'utilisateur, donc de faire en sorte que aussi bien la qualité de l'image, du son, la connectivité, l'encodage des vidéos soient dimensionnés et permettent, je dirais, une bonne expérience utilisateur. Et puis, le dernier univers de compétences, c'est la communication et les aspects marketing. L'objectif, c'est de toucher votre public, c'est de les connaître, et puis idéalement, lorsqu'on est dans une série de webinaires, c'est de les fidéliser pour que voilà, on puisse capitaliser aussi pour les prochains séminaires en ligne. Alors, sur ces 3 univers-là, on va regarder un petit peu les étapes clés par où il faut passer pour réussir son événement. Donc sur les aspects techniques, il va falloir maîtriser en amont 5 compétences pour pouvoir mettre en œuvre le webinaire. Tout d'abord, la captation et le mixage du son. C'est important, mais lorsque vous avez par exemple plusieurs intervenants, ne serait-ce que le niveau sonore de chaque personne soit le même, c'est-à-dire que la personne qui regarde n'ait pas à tendre l'oreille ou à monter le volume lorsque c'est quelqu'un qui parle. Donc voilà, ça c'est une première chose qui est extrêmement importante. Le son, pour moi, c'est presque le plus important. Ensuite, vous avez la captation vidéo des intervenants et la possibilité aussi d'y intégrer d'éventuels supports.
Voilà, donc il y a différentes techniques pour le faire. Parfois, on peut réduire la taille de l'intervenant pour faire afficher le support. Parfois, on peut avoir un support qui est parallèle à l'intervenant et qui va se mettre à jour en même temps. Voilà, il y a différentes techniques pour cela. Qui dit vidéo dit aussi lumière. C'est important d'avoir un bon éclairage, d'éviter les contre-jours, donc c'est-à-dire que le lieu soit malgré tout adapté à la réalisation du webinaire. Quand on parle de lieu, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un lieu qui est calme, parce qu'il y a forcément aussi captation de son. Donc voilà, le lieu est important. Et idéalement, ne pas aussi avoir un lieu qui résonne de trop grand, etc. Voilà, mais pour les aspects sonores, c'est essentiel. Un point sans lequel on ne peut pas faire de webinaire, c'est bien évidemment la connectivité Internet. Ce qui va se passer dans la salle doit être capté, encodé, et puis remonté sur Internet pour ensuite aller vers un serveur où les gens viennent se connecter. C'est cette liaison-là, en fait, qui va permettre de déterminer la qualité je dirais, du flux vidéo et audio qu'on va envoyer. Donc voilà, ça c'est des aspects qu'on testera d'ailleurs ici, mais c'est un aspect très important et notre métier, nous, dans le dernier point, l'encodage des signaux, c'est toujours de proposer une qualité de service en fonction évidemment de la connectivité Internet pour pouvoir donner aux participants la meilleure expérience. Donc voilà les 5 compétences à maîtriser, je dirais, lorsque vous organisez. Et puis nous, de notre côté, on a aussi d'autres compétences à maîtriser qui sont les serveurs de diffusion, c'est-à-dire le signal qui est chez vous, on va le remonter vers ces serveurs-là et ça va permettre à un nombre important de personnes de pouvoir venir se connecter directement. Le lecteur vidéo pour le web, donc ce qui est important à ce niveau-là, c'est d'avoir une compatibilité avec l'ensemble des terminaux et des navigateurs, et c'est aussi d'avoir un lecteur qui affiche rapidement la vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont quand même habitués à consommer beaucoup de vidéos sur Internet, sur des plateformes comme YouTube où ça va très vite. Donc voilà, c'est d'avoir un lecteur performant. Le module d'interactivité, donc toute la logique interactive, là j'ai noté chat, mais ça peut être aussi d'autres outils. Je pense aussi aux réseaux sociaux, au fait de pouvoir tweeter en même temps, peut-être même parfois d'afficher les tweets. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et puis la compatibilité mobile-tablette, aujourd'hui ce n'est pas tout à fait la même technologie si vous diffusez sur le web en direct et sur les mobiles ou tablettes. Donc être en capacité d'adapter les flux vidéo pour distribuer, je dirais, un webinaire sur tout type de plateforme. Voilà, tous ces éléments-là, ils sont vraiment importants. Il n'y en a aucun qui doit être négligé, comme les 5 expertises de votre côté, pour vraiment réussir l'organisation du webinaire. Sur les aspects éditoriaux, alors, moi j'ai regardé, on en a fait pas mal. On sait qu'au bout d'1 heure, c'est difficile de garder son public attentif. Donc c'est un peu le timing recommandé. Souvent, ça se fait avec 45 minutes d'intervention et puis 15 minutes de questions-réponses à la fin. On le verra plus tard, mais il y a d'autres manières de faire. Pensez simplement que dépasser 1 heure, c'est forcé que vous allez à un moment donné perdre une partie de votre audience. Après, si vous avez par exemple quelque chose où vous vous rendez compte qu'il y en a pour 2 heures, il peut être intelligent parfois de faire 2 sessions ou de séparer votre contenu si vraiment il est trop riche pour éviter que les gens se perdent dans ce qui est proposé. Ce qui est important, c'est de bien préparer en amont ce que vous allez proposer, c'est-à-dire que ce n'est pas se mettre à une table, commencer à discuter et se dire forcément que ça va intéresser les gens, c'est quelque chose qui doit être rythmé. Il y a aussi tout ce côté interactif qu'il va falloir gérer. Donc, thématiser les interventions, ça peut être une bonne solution. On n'est pas obligé de faire ces 15 minutes, je dirais, de questions-réponses à la fin. On peut très bien se dire, on va parler d'une première thématique, on va prendre un temps d'échange avec le chat,
on va parler d'une seconde thématique, on va reprendre un temps d'échange, voilà, ce qui évite que les gens aient à attendre forcément pour pouvoir avoir ce temps de questions-réponses. Créer de l'interactivité au cours de la présentation, ça peut se faire aussi par le biais de sondages, c'est-à-dire que c'est un peu comme si vous aviez tout le temps à stimuler les gens qui vous suivent, à la fois dans votre propos, mais à la fois en leur proposant de nouvelles choses pour que voilà, ils soient acteurs de l'événement. Donc voilà, le sondage, c'est souvent une manière aussi voilà, de dire aux gens « Ah tiens, voilà, et de les engager un petit coup et de réveiller peut-être ceux qui commenceraient à s'endormir, on ne sait jamais. » Vu que vous avez une communauté qui est connectée aussi, il va falloir quelqu'un qui, entre guillemets, l'écoute, qui lui donne la parole, qui la gère, qui lui répond aussi sur le chat. Donc le rôle de modérateur, il est quand même extrêmement important parce que c'est lui qui va faire le lien, entre guillemets, entre tous ces gens qui vous écoutent et qui s'expriment au travers du chat interactif et puis aussi les personnes qui sont en train de parler. Voilà, donc ça peut être aussi une manière de rythmer les choses dans la mesure où on est en train de parler d'un sujet et puis le modérateur il voit tout ce qui est, toutes les questions ou tout ce qui est dit à propos de ce sujet et à un moment donné il interrompt la personne qui parle en disant voilà, mais sur le chat on nous dit ça, on se pose telle question. Ça permet vraiment de rythmer les interventions et puis ça permet aussi que les gens qui sont en écoute voilà, ils se rendent compte qu'ils sont vraiment dans la conférence et qu'ils peuvent participer. Plutôt que parfois de faire justement ce temps de 45 minutes formel de présentation et juste ce temps d'échange. Et puis donc les sondages, j'en parlais à l'instant, ils doivent produire des résultats pour les participants, c'est-à-dire que ça ne doit pas être juste un sondage pour dire « Ah, il ne faut pas que vous vous endormiez ». Voilà, en fonction de la thématique, poser des questions pertinentes pour aussi prendre des informations, pour aussi vous mieux connaître votre audience. C'est un outil qui va permettre de le faire. Toujours dans les aspects éditoriaux et présentation, effectivement, lorsque vous vous adressez aux gens, sauf pour les webinaires qui sont aussi avec un public, mais le public, il est ailleurs, donc il faut y penser. Et quand j'écris « adressez-vous à eux », on a aussi souvent des gens, quand ils présentent à plusieurs, qui se parlent entre eux, mais qui ne parlent pas forcément aux gens qui les écoutent. Donc c'est important toujours d'intégrer cette dimension dans la prise de parole. Évidemment, il est intéressant de prendre, je mets le bon ton, mais d'éviter les tons monocordes où les gens risqueraient de perdre l'attention. Et c'est très important d'alterner les prises de parole, donc d'avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir intervenir, qui vont pouvoir rebondir ou voilà, travailler en ping-pong, c'est quelque chose qui va assez bien fonctionner avec, entre guillemets, chacun leur rôle. Ce qui est important au final dans la manière de présenter, c'est que ce soit toujours très rythmé et très dynamique. Donc les supports, si vous choisissez de travailler avec des supports de présentation, on a déjà l'audio, on a déjà la vidéo, donc ce qui serait intéressant, c'est de ne pas trop avoir de mots ou de texte, mais plutôt de privilégier les images, les schémas, une manière en gros de mettre peut-être une image sur les mots ou sur ce que vous êtes en train ou ce que la personne qui présente est en train de dire. À noter également, quand on commence à diffuser du texte, qu'on peut aussi être suivi sur des petits supports comme les mobiles. Donc si on met du texte, il va falloir que ce texte-là soit quand même écrit entre guillemets assez gros et éviter les blocs, je dirais, de texte, puisque tout ça, c'est aussi des choses qui vont pouvoir être exprimées à l'oral. Et vraiment privilégier l'image et puis la qualité aussi des présentations. Je pense aussi à la qualité graphique et au choix des illustrations. Si vous décidez de faire une démonstration pendant le webinaire, donc logiciel ou produit, pensez à faire une présentation rapide, une présentation générale assez rapide, et puis surtout expliquez pourquoi vous choisissez de faire cette démo à ce moment-là, et ne vous perdez pas dans des aspects fonctionnels, mais choisissez plutôt 2 ou 3 fonctions de ce que vous souhaitez présenter, je dirais pour donner aux gens peut-être l'envie d'en savoir plus et pas rentrer dans quelque chose de technique
qui va encore une fois casser la dynamique de présentation. J'ai noté, effectivement, ça doit donner aussi envie de connaître ce qui est présenté et d'en voir plus, et peut-être aussi de pouvoir y accéder par d'autres supports que vous allez, je dirais, joindre en fin de webinaire. Alors, les aspects communication, donc cible, message et outils. La première chose qu'on va regarder, c'est à qui vous vous adressez. Donc vraiment, de correctement identifier vos cibles, à qui on s'adresse et puis entre guillemets à quel langage. Est-ce qu'on est sur quelque chose de technique qui s'adresse à un public de techniciens? Est-ce qu'on est sur quelque chose de technique qui va s'adresser plutôt à des gens qui ne connaissent pas? Donc est-ce qu'on doit avoir un discours pédagogique par rapport à ça? Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important parce que à la limite, dès le titre de votre webinaire, voilà, c'est important d'avoir réfléchi à ça. Puis ensuite viennent les canaux de communication. On va privilégier certains canaux en fonction, je dirais, de la cible tout simplement. Sur les réseaux sociaux, si on est plutôt sur une cible grand public, on choisira par exemple plutôt Facebook. Si on est sur des communautés de pratique ou professionnelles, on aura peut-être intérêt à aller plus vers Twitter. Voilà, donc il y a vraiment juste à bien regarder à qui vous souhaitez vous adresser. Et puis en fait, entre guillemets, comment vous souhaitez le faire. Ne serait-ce que le titre du webinaire est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va être certainement utilisé pour l'envoi des emails d'invitation, pour inviter les participants. Donc il faut quelque chose qui parle, qui soit avec les bons mots-clés et on comprenne tout de suite de quoi il s'agit. Si c'est possible, essayez plusieurs formules de titres et pourquoi pas les faire tester, c'est-à-dire voir ce qui parle le mieux. Vous prenez un petit panel dans votre cible test et essayez de voir ce qui parle le mieux en fait, aux gens avec qui vous testez les choses. La description aussi, elle est importante parce que c'est ce qu'on va regarder en second. Donc, pas la peine de s'étaler. Il faut qu'on comprenne tout de suite ce qu'on va retirer en matière d'information ou de connaissances dans le webinaire. Essayer de donner envie. Et puis, valoriser systématiquement les intervenants, l'expertise des intervenants, parce que c'est aussi un facteur, je dirais, décisif dans le fait que les gens, à un moment donné, décident de s'inscrire ou non au webinaire. L'inscription, il faut essayer de la simplifier au maximum. Pourquoi? Parce que voilà, on sait que quand il commence à avoir trop de champs à remplir, on a tendance à se dire on le fait plus tard ou à ne pas le faire. Donc un minimum d'informations pour commencer, nom, prénom, mail, pro, structure. Éventuellement, si vous voulez qualifier un petit peu l'audience à l'inscription, une ou deux questions en rapport avec des informations qui pourraient vous permettre de guider aussi votre contenu, si vous en avez besoin. Et ensuite, on pourra toujours compléter, puisqu'on verra aussi qu'il y a un temps après dans la communication avec les participants, on pourra toujours compléter aussi, mieux qualifier en fait, les gens qui ont décidé de s'inscrire. Je parlais des cibles. Déterminer les cibles, c'est extrêmement important pour le message, certes, mais aussi pour choisir vos partenaires. Parce qu'à un moment donné, si vous souhaitez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut par exemple diffuser le webinaire sur plusieurs sites internet. Si à un moment donné, vous êtes en capacité d'identifier des partenaires, par exemple médias, qui seraient intéressés eux aussi pour diffuser le webinaire, ça va être très intéressant pour vous parce que vous allez bénéficier d'un relais supplémentaire en matière de visibilité. Donc j'ai noté qui, comment, quoi. En fait, on peut faire vraiment un mix, c'est-à-dire que quelle matière on a pour parler de notre événement. On a le teasing, c'est-à-dire l'annonce du webinaire, on a l'exécution, le live, et puis on a aussi la vidéo à la demande. Voilà, une fois que le webinaire a été exécuté, le fait de pouvoir le revisionner. Donc, vous allez pouvoir dire, par exemple, sur les médias online, on va travailler sur le teasing avec de la publicité, par exemple. On peut dire sur les médias online, on peut aussi travailler sur la diffusion du webinaire. Donc, on va, je dirais, associer le qui, comment, quoi au mieux, avec aussi une logique par rapport à vos partenaires, c'est que ce soit, entre guillemets, du gagnant-gagnant, c'est que vous récupérez une audience, vous allez toucher plus de gens, et il faut que eux aussi, ça apporte évidemment de la valeur ajoutée sur leurs médias.
Les relations presse, c'est quelque chose d'important, qui ne coûte pas forcément très très cher, mais qui peut aussi permettre de diffuser largement l'information. En fonction, si vous faites un seul webinaire ou une série de webinaires, vous pouvez aussi travailler, enfin voilà, ça permet tout de suite aussi de montrer ce qui est prévu par la suite, donc avec un dossier de presse également. Et puis ce qui peut être bien en amont aussi, c'est d'identifier, je dirais, les e-influenceurs, donc que ce soit des blogs spécialisés, des gens qui écrivent sur le sujet, que ce soit aussi sur Twitter, par le biais des mots-clés, des hashtags. Donc de regarder un petit peu tous les gens qui pourraient à un moment donné être intéressés et de se faire une petite base sur laquelle on va pouvoir aussi communiquer et annoncer l'existence, puisque des blogs influents, par exemple, c'est quelque chose qui marche très très bien. Et si ces gens-là annoncent l'événement, pour vous, c'est vraiment bénéfique parce qu'ils sont suivis, parce qu'ils produisent de l'information qui a de la valeur ajoutée dans l'univers professionnel, et donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Après, j'ai noté agence de relations presse, mais bon, un communiqué de presse, un dossier de presse, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Après, tout dépend aussi les réseaux de diffusion. C'est vrai qu'une agence, ça va être bien quand vous voulez vraiment toucher largement ou que vous n'avez pas la ressource pour le faire, mais c'est des choses qui peuvent aller à l'échelle, je dirais à une petite échelle, être fait souvent en interne par les services. Une autre manière de voir la communication, c'est tout simplement les acteurs du webinaire. Donc les e-participants, c'est les premiers qui vont s'inscrire et qui, dans leur univers professionnel, vont certainement avoir envie de partager l'information avec d'autres personnes ou d'en faire bénéficier d'autres personnes. Parce que c'est un sujet où ils se disent « oui, ça va intéresser un tel ». Donc bien permettre les options de partage très très rapidement, c'est-à-dire en bas de l'inscription, pourquoi pas prévoir directement, vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, indiquer l'email, machin, une manière de les contacter ou des boutons de partage Facebook, Twitter, etc. Voilà, qui vont permettre aussi de partager l'information sur les réseaux sociaux. On peut aussi avoir d'autres process qui sont un peu plus complexes, mais qui permettraient par exemple que lorsque la personne s'inscrive, il y ait un message de publier automatiquement sur son mur Facebook en disant « je viens de m'inscrire à tel webinaire ». Voilà. Donc il y a des stratégies à l'inscription qui existent. Je dirais que la possibilité déjà de partager l'information en un clic et puis également de suggérer à des relations professionnelles de suivre le webinaire, c'est déjà quelque chose de bien. Ce dont je parlais par rapport au fait de publier automatiquement des messages sur les réseaux sociaux implique que l'utilisateur accepte une application et donc on a déjà là les gens qui ne franchissent pas le pas. Donc moi je recommande aujourd'hui d'utiliser les outils entre guillemets standards. Les intervenants, c'est extrêmement important que les intervenants se sentent impliqués dans la communication autour de leur intervention parce qu'ils ont un réseau et ils pourront l'activer très facilement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place avec eux en leur demandant systématiquement de communiquer, alors que ce soit peut-être en amont à J-15 et puis de faire une petite piqûre de rappel à J-7 et puis idéalement de faire une petite piqûre de rappel le jour J. Mais c'est quelque chose qui est important et il faut vraiment le prendre en compte. Ensuite, les organisateurs, je dirais que chaque personne qui est impliquée de près ou de loin, généralement à son réseau, et doit communiquer également sur l'organisation du webinaire. Donc là, ça va se faire essentiellement par peut-être un petit mail groupé aux gens qui peuvent être intéressés ou par une publication sur les réseaux sociaux professionnels ou non. Voilà, donc ça c'est aussi, le fait d'impliquer tous les acteurs, c'est extrêmement important parce que c'est un relais dans votre communication et c'est aussi souvent des relations directes avec l'entourage. L'email reste l'outil le plus adapté pour, je dirais, avoir des inscriptions sur les webinaires. Donc il faut idéalement que vous puissiez capitaliser sur les bases de données. Alors, avec les partenaires cibles, tout à l'heure, il y avait les options emailing, newsletter. Donc là, c'est intéressant si à un moment donné, vous pouvez
communiquer par exemple dans leur newsletter, etc. Et puis pourquoi pas, dans l'échange win-win, leur proposer un certain nombre de documents ou de connaissances ou de comptes rendus qu'ils pourront publier pour enrichir leur site. Mais voilà, travailler dans cette logique soit de collecte d'adresses, ce qui n'est pas toujours évident, mais soit plutôt de faire pousser l'information par différents partenaires et par email, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, je dirais, très très bien. Ensuite vient l'utilisation des réseaux sociaux, donc avec chacun différentes possibilités, en commençant par Facebook. S'il y a une page existante qui parle de la structure organisatrice ou qui parle d'une série d'événements en particulier, il y a des stratégies qui existent. Par exemple, si on veut que cette page soit suivie par un maximum de personnes, on peut faire en sorte que les gens sur Facebook demandent à aimer cette page pour pouvoir accéder à la diffusion du webinaire. Voilà, ça c'est une stratégie qui fonctionne. Comme sur Facebook, vous avez parfois, vous devez aimer la page pour pouvoir participer au jeu concours. Bah voilà, là c'est un peu le deal. Au lieu de s'inscrire, hop, on a un like et on peut accéder au webinaire. Évidemment, les réseaux sociaux, enfin Facebook va permettre aussi de faire la promotion du webinaire via aussi les posts sponsorisés où on peut cibler une audience, on peut cibler un territoire, on peut cibler des centres d'intérêt. Donc peut-être que dans l'annonce de l'événement, c'est quelque chose à un moment donné qui peut être intéressant de mettre un petit budget là-dessus pour apparaître sur les réseaux sociaux. Twitter, plusieurs manières d'utiliser Twitter. Si vous êtes dans la logique d'un webinaire, vous pouvez, ou même d'une série d'ailleurs, vous pouvez très bien créer un hashtag, donc ce mot-clé qui va être utilisé chaque fois qu'on parle de votre événement. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important parce que ça va permettre en amont de commencer à créer un petit peu la communication sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Ça va permettre d'utiliser aussi ce hashtag pendant les interventions, c'est-à-dire que les gens qui à un moment donné vont suivre le webinaire et qui vont vouloir en discuter par les réseaux sociaux vont utiliser ce tag. Et puis ce tag peut vivre ensuite après événement, surtout dans le cas où il y a une série de webinaires. Donc on peut réfléchir, pourquoi pas, à un hashtag qui parle vraiment de l'ensemble des webinaires organisés. Et puis on peut aussi réfléchir à des mots-clés pour chaque séminaire. Après, à vous de voir en matière de contenu stratégiquement qu'est-ce qui est le plus adapté. La logique de Google+, je la voyais essentiellement autour des cercles, c'est-à-dire d'utiliser Google+, pour peut-être agréger un certain nombre d'acteurs, d'ailleurs qui soient organisateurs, participants, voilà, les inviter à rejoindre ce cercle. Ça permet aussi de capitaliser sur un autre type de réseau social. Et puis ensuite viennent les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, Viadeo, donc là où ça va être plus un travail individuel, où les gens vont parler donc à leur communauté du webinaire. Et la possibilité aussi d'en discuter dans les groupes. Il y a beaucoup de groupes d'intérêt sur ces plateformes-là. Il peut être intéressant à un moment donné de faire un petit peu de veille, de regarder les groupes qui pourraient être intéressés par le contenu que vous proposez et puis d'y poster des messages pour parler justement de ce que vous allez organiser. Réseau social vidéo, j'ai nommé que YouTube, parce que lorsque vous allez remettre vos contenus à la demande, bon voilà, il y a une stratégie à avoir autour de cela. C'est intéressant d'utiliser YouTube pour héberger vos vidéos. Pourquoi? Parce qu'en y mettant les bons mots-clés, ça va faire un point d'entrée supplémentaire pour trouver le contenu. Et puis parce que vous avez aussi la possibilité de vous abonner à des chaînes, donc de vous mettre en relation aussi avec des cibles qui pourraient vous intéresser. Et vu que vous produisez du contenu audiovisuel, c'est intéressant d'exploiter un réseau social qui permette de le distribuer. Voilà pour le petit panorama de l'utilisation des réseaux sociaux qui peut être faite autour des webinaires. Alors ensuite, on va parler de la relation avec les e-participants, donc avant, pendant et après.
Quelle relation on a? Tout d'abord, ça commence par l'invitation. Alors, qu'ils la reçoivent directement par mail ou qu'ils soient depuis un lien sur Twitter, sur Facebook, etc., à un moment donné, on arrive sur un formulaire d'invitation s'ils viennent des réseaux sociaux, etc., et ils reçoivent entre guillemets le formulaire si c'est par email. J-15 pour l'envoi des invitations parce qu'on n'a pas besoin non plus d'être forcément plus loin dans le temps. Inscription des e-participants et puis envoi du mail de confirmation d'inscription avec le lien qui va bien, qui permettra d'accéder directement au webinaire à un certain nombre d'informations. À J-7, on peut faire une relance des inscrits avec une info bonus. C'est-à-dire apporter une information complémentaire en disant, soit en parlant d'une thématique qui va être abordée, voilà, rajouter juste une information pour qu'on ne soit pas dans une communication qui est redondante. Et puis, relancer les non-inscrits également une fois. Et ensuite, à J-1, relancer les inscrits avec peut-être l'explication du déroulé ou encore une fois, une information complémentaire pour ne pas être entre guillemets en mode spam, mais qui est vraiment quelque chose qui vient compléter l'information que les gens ont eue déjà par email. Et puis, la relance des inscrits à H-1, juste pour dire, souvenez-vous, c'est dans 1 heure, ça va commencer, donc terminez ce que vous faites si vous voulez suivre le webinaire. Cette stratégie d'inscription, elle peut être faite aussi, là on est dans une logique email, elle peut être faite aussi dans une logique SMS. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois qu'il s'est inscrit, tout ce qui est relance, rappel de diffusion peut être fait aussi par l'envoi de SMS. D'où l'intérêt aussi d'être compatible mobile, parce qu'après, c'est aussi des gens qui peuvent directement cliquer pour aller voir depuis le mobile le webinaire. Concernant le démarrage, donc un petit message de bienvenue qui peut être fait avant, soit par l'intermédiaire du chat, soit directement en s'adressant aux caméras, puisque pour les gens qui arrivent avant, c'est toujours sympathique qu'on ait un petit coucou, un petit bonjour. Pourquoi pas saluer les gens qui rentrent dans le chat, etc. Mais surtout, je n'ai pas mis beaucoup de choses en gras, mais démarrer à l'heure. C'est-à-dire que nous, dans toutes les diffusions qu'on a faites, on se rend compte que si on ne démarre pas à l'heure, le public, très très vite, l'audience, elle tombe. C'est-à-dire que les gens, ils sont là, ils sont au rendez-vous, vous ne l'êtes pas, tant pis, ils n'attendent pas. Donc, pas avant, pas après, mais à l'heure. L'avantage de parler un peu avant, c'est que voilà, ça crée la relation avec eux. Voilà, en ce qui concerne le démarrage, on retient juste qu'il faut être à l'heure. Et après, voilà, dans la dynamique de présentation et l'interactivité, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, donc toujours bien s'adresser à l'audience, et puis prévoir aussi un peu le rôle d'animateur. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais du modérateur, c'est-à-dire la personne qui fait le lien entre les e-participants et la salle, les gens qui s'adressent et qui présentent le contenu. C'est bien que dans les gens qui parlent, il y ait quelqu'un qui a un petit peu cette logique d'animation. Voilà. Alors souvent, c'est qu'il y a des gens qui sont peut-être plus à l'aise pour s'exprimer ou faire, quand il y a plusieurs intervenants, faire entre guillemets le passe-plat, mais c'est important parce que des fois, on peut vite aussi avoir des choses qui cafouillent et c'est bien d'avoir ce rythme. Les sondages, on en a parlé. Ne pas négliger oui, le modérateur, surtout sur l'animation du chat, parce que le chat, ça va s'animer entre participants, mais c'est quand même extrêmement important qu'à un moment donné, les organisateurs prennent la parole. Ça, c'est vraiment important. Donc, ce rôle de modérateur, il a vraiment du travail, entre guillemets, pendant toute la durée du webinaire, et c'est vraiment important qu'il soit dédié à ça. Il ne peut pas être, par exemple, pour moi, c'est difficile qu'il prenne le rôle de présentateur et de modérateur. Et en plus, c'est vachement bien qu'il soit identifié par les e-participants comme la parole du e-participant. Une fois qu'on a terminé ce webinaire, bon, c'est le chiffre maximum que j'ai trouvé, mais 50% des inscrits qui ne regarderont pas, en fait, pour plein de raisons. Parce que quand ils se sont inscrits, ça les intéressait, mais entre-temps, ça ne les intéresse plus. Parce qu'en fait, ils sont toujours intéressés, mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est calé, parce qu'ils ont tout simplement oublié. Voilà, il y a plein de raisons qui font que vous allez, au maximum, perdre 50% de vos inscrits. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés par ce que vous proposez, ça veut juste dire que la temporalité n'était pas bonne et qu'on va pouvoir rattraper ça avec la vidéo à la demande, c'est-à-dire reproposer le webinaire. Alors, on peut le faire avec la vidéo, mais aussi on peut proposer le contenu du chat interactif.
Et on peut aussi y joindre les éventuels documents que vous auriez pu, entre guillemets, envoyer aux participants pour les remercier, notamment d'avoir été là, d'avoir un petit peu d'informations complémentaires. Donc voilà, la vidéo à la demande, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle soit vite en ligne. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique, on se dit « Ah, on a loupé. Ah oui, tiens, je peux le revoir tout de suite. » Si on se dit « On a loupé », on va peut-être pas se dire dans 2 semaines « Ah oui, tiens, j'ai loupé. Est-ce que du coup, ils l'ont mis en ligne ?» Donc c'est quelque chose qui doit être fait assez rapidement. Et puis c'est quelque chose, c'est un outil aussi qui va permettre aux gens qui ne se sont pas inscrits de visualiser, donc de collecter à nouveau des informations concernant la communauté qui s'intéresse à ce que vous proposez. Voilà. Et aussi, lorsqu'on est à la demande, on peut avoir un formulaire un petit peu plus complet parce que les gens qui vont vouloir visualiser votre webinaire, ils ont un vrai intérêt. Donc, ils vont prendre le temps de le faire pour y accéder. On a aussi cette technique-là souvent avec les livres blancs où pour bénéficier du livre blanc, on a un formulaire à remplir. Voilà pour ce qui concerne donc, la mise à la demande du webinaire. Capitaliser avec une plateforme dédiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez avoir un centre d'information ou en tout cas sur votre site internet, une partie du site qui soit vraiment dédiée à votre ou à vos webinaires. Pourquoi? Parce que si vous avez par exemple une série, lorsque la personne va venir s'inscrire, elle va pouvoir se rendre compte qu'il y en a plein d'autres qui vont être organisés, parce que vous pouvez mettre les programmes, parce que depuis cette plateforme, on peut intégrer directement les fenêtres de retransmission en direct et de chat. Enfin, voilà, c'est un petit peu le point central qui permettra aux participants de découvrir entre guillemets l'ensemble de l'offre et qui, vous, dans votre communication, permettra vraiment de centraliser les choses. On voit trop souvent un vieux formulaire d'inscription au webinaire et puis après une vidéo mise dans la page vidéo. Et en fait, lorsque les gens ils vont arriver là-dessus, ils ne comprennent pas qu'il y a une vraie politique de séminaire en ligne. Ils ne trouvent pas forcément l'information. En plus, sur cette plateforme, vous pouvez capitaliser sur les inscriptions, puisqu'après, vous avez votre propre communauté que vous pourrez lancer par de la newsletter. Vous pouvez y mettre les documents. Quand je dis les documents, c'est assez apprécié que lorsque quelqu'un suive un webinaire, à la fin on dise ben voilà, merci de votre attention et puis pour les gens qui veulent aller plus loin ou qui étaient intéressés, voilà une petite synthèse, quelque chose, ça se fait et c'est très appréciable quand on a suivi quelque chose de recevoir un petit condensé d'informations parce que bon, voilà, même si on prend des notes, même si on regarde les choses, c'est quand même intéressant. Et puis dans le cadre d'une série de webinaires, évidemment la plateforme elle va permettre systématiquement de pouvoir annoncer les prochains webinaires. Voilà très globalement la présentation voilà, des étapes pour faire au mieux et réussir votre webinaire.